Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 1er octobre. 1er, moi aussi, tu m'as un peu feinté. Non, Ouais, c'est vrai, c'est septembre, c'est un mois de 30 jours. On a commencé le mois de l'horreur. Ben oui. Le deuxième bon mois pour les huîtres. Ouais, hein? Les mois en breu, c'est les bons mois pour les huîtres. Ah, les mois en breu. Ah. Donc, octobre et novembre. Décembre. Décembre aussi, ouais. Juin. Bienvenue au Geek Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie et je serai accompagné aujourd'hui d'une belle panoplie de monde. On va avoir bien du fun. Tout d'abord, à la co-animation, Simon Boucher. Salut, Mister. Bonjour tout le monde. Ensuite, on mange la fondue. On mange la fondue. Ensuite, on a aussi Conan Arsenault. Salut. Bonsoir. Je peux pas aller aussi haut que vous autres. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi pas? Ouais, il est tard. Pourquoi pas? Oh, il est tard. Okay. C'est les gens qui nous écoutent le soir à quelque part, pis sont comme, ah, merci. Ceux qui écoutent le podcast, ils se sentent comme, hein, wow, c'est ça. Je me sens inclus. Si t'écoutes le podcast, tu l'écoutes en plein milieu de la nuit parce que t'es en train de hacker la Maison Blanche. Ben oui, c'est notre public cible, c'est les hackers de haut niveau. C'est clairement c'est eux. Hackerman. Et à la mise en onde de Mikey G. Ben, le seul et l'unique. Et j'aimerais dire un salut particulier à une auditrice et son chéri. Ils ont découvert, et je les cite, on a découvert votre émission l'an dernier et on est immédiatement devenus fans. C'est hilarant, la musique est délirante et après l'émission, ben ils ont des idées de films pour la semaine. Mention spéciale à l'image sonore, juste parfaite. Donc, notre émission est leur préférée de toutes et c'est signé Caroline Caron. Wow. Donc, Caroline Caron, ben, merci de nous écouter. On va essayer de pas te décevoir. Moi, j'ai une conspiration ici. Caroline Caron, CC. C'est probablement un personnage fait par Stanley dans une vieille BD. Probablement. Ah, ouais, double lettre. Ouais, c'est vrai, des allitérations. La plupart des noms de super-héros ont le même initial. Stanley était fort là-dessus, puis à l'époque, là, Peter Parker, etc., etc. Là. Oh, oui, c'est tout à fait. Donc, ouais, Bruce Banner. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Etc. Vous allez commencer à les regarder, vous êtes plus capable de les remarquer. Je sais que Superman et les LL, ils ont une relation particulière, comme Lois Lane, Lex Luthor. Ouais. Donc, Superman et les LL, il y a quelque chose avec ça. Hey, ceci étant dit, Hey, c'est bien moins intéressant que je pensais que ça allait l'être. Donc, on va y aller en... Hein? Désolé, Caroline. Non. On s'excuse de vous avoir transformé en ventilateur ou plutôt en fan, comme vous l'avez dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en geektualité. Maestro, s'il vous plaît. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la geektualité. Alors, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? Plein de choses! Alors, commençons par le top du plein. Oui, je pourrais commencer par une sorte de mort. Une sorte de mort. Parce que c'est ça que j'aime commencer par la mort, mais pas de la vraie mort. Pas de la vraie mort, ok. Oui. Il y a une compagnie, dans le fond, qui s'est rendu compte, eux autres, ils vendent des télévisions. Oui. Et puis, ils envoient les télévisions par livraison, parce que c'est une sorte d'Amazon, etc. en Europe. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un très haut taux de télévision qui arrivait chez leurs propriétaires brisés. Et je me suis complètement trompé. Nice. On recommence. OK, on recommence. Il y a une compagnie en Hollande qui font des vélos. J'ai hâte de voir comment les TV vont rentrer en mix. Et ils se rendent compte que les vélos arrivent souvent brisés chez les consommateurs. Fait qu'ils écrivent sur les boîtes fragiles. Faites attention, mais ils envoient par la poste, puis par colis, super important. Ils mettent de la mousse dedans, mais souvent, ils ont un gros taux de vélos qui doivent soit faire du service à la clientèle, des retours, des réparations. Et puis, ben, ça leur cause des coûts puis des problèmes. Ils ont commencé, dans le fond, le pourcentage de dommages sur leur vélo était quand même très élevé. Ils ont commencé à faire quelque chose. Vu que les vélos démontés sont dans des boîtes qui ont environ la forme des vélos de télévision, ils ont imprimé sur la boîte une grosse TV. Comme si c'était une boîte de télévision. Au lieu d'être un vélo. Okay. Fait que là, tout à coup,
Ils ont vraiment fait attention. Le taux de vélos brisés lorsqu'il était reçu a descendu de 80%. Wow! Mais est-ce que le taux de vol a augmenté? Non, Je je sais pense pas. pas. Ben, Parce que je regarde des boîtes de vidéos de télé, là, on vrai que parle de c'est gros. 52 pouces ou 60 pouces, tu peux mettre un vélo là-dedans sans Ça, problème. facilement. elle est légèrement plus large ou quelque chose du genre. C'est ça. Mais donc, si vous pensez que mettre fragile ou peu importe sur vos boîtes, on le sait tous, là, on a toutes des choses pliées qui n'auraient jamais dû être pliées, comme nos pourceurs de collection. Donc, c'est une façon intelligente de tricher le système et puis d'utiliser, dans le fond, le fait que tout le monde aime les TV. OK, donc, C'est très, c'est une très bonne J'étais idée. mal parti, moi, en partant avec les TV. Non, mais Ils ont mis des TV dans les boîtes de vélo. ils trouvaient que toutes les livraisons se faisaient trop parfaitement, fait qu'on décidé de mettre des vélos sur les boîtes pour qu'ils les brisent. Ouais, c'est ça. C'est une belle nouvelle. Pour Donc, les livraisons en vélo. livrer des TV en vélo. Ouh, c'est quelqu'un qui est quand même incapable. Ben oui. Autre chose. Ben, on pourrait rester dans le même secteur. Oh. On était en Hollande, on va rester à Amsterdam. Oh, Amsterdam. Amsterdam est reconnu pour une chose, Ouais, ses c'est- canaux. Oui. Et pas, Oui, c'est oui. pas, c'est pas de télévision, tu veux dire. Non, c'est c'est ça. ces canaux recouverts d'eau. Oui, Et c'est non ça. pas ces canaux recouverts de mélasse ou ces canaux recouverts de têtes de chien. On parle ici vraiment de canaux à queue où il y a des petits bateaux dessus. Oh, oui, ce genre de canaux-là. Là. Et on est en 2016. T'as des véhicules sur une route. Qu'est-ce qu'on fait? On les fait Bam! conduire automatiquement par Google. Et voilà, l'année prochaine, Amsterdam aura des pirogues de navigation sur ces canaux pour les touristes qui seront bien sûr sans pilote. Awesome. Donc, des bateaux qui se pilotent tout seuls sur des canaux, c'est une bonne manière de commencer parce que, souvent la vitesse est un petit peu moins élevée. Le trafic est plus bas aussi. La question, j'ai hâte de voir si les robots sont des bons pilotes de bateaux, mais c'est quand même intéressant. Ça fait redondant d'avoir des canaux automatiques sur des canaux aquatiques. Canaux sur canaux. Un canal. Un autre CC, oh my god. Oh! Oh, ça y est! Oh, my ça y est! Conspiration insignifiante numéro Parlant 2. de conspiration signifiante. Oh! Les gars, si je fais ça de même, tu sais, vous allez me dire, Conan, qu'est-ce que toi, t'as-tu la grippe? Puis là, je vais dire, oui, j'ai la grippe. Là, juste après t'as tiré la main, je vais dire, oui, j'ai la grippe. Mais, tu vas me dire, c'est pas grave que tu m'as serré la main parce que tu t'es fait vacciner contre la grippe. Et oui, il y a une équipe une équipe internationale de scientifiques qui aurait trouvé un vaccin qui immunise contre 88% des sortes de grippe aux États-Unis. Parce que là, présentement, les vaccins contre la grippe, comment ils sont faits, c'est qu'ils prennent un choix de 5-6 souches qui sont les plus probables. Parce qu'il faut que ça, c'est le vaccin à l'avance. C'est ça. Fait que oui, les exact. souches les plus probables d'exploser cette année-là, mais si la grosse grippe de cette année-là, c'est une autre souche qu'une des 5 qui ont pris au hasard au début de l'année, Ben, ça donne ça rien. donne rien. Puis donc ils ont développé de ça 2 vaccins, donc un qui est vraiment fait pour qui est vraiment fait pour les États-Unis, qui est vraiment comme avec 88% des souches de la grippe aux États-Unis. Puis il y en a un autre que c'est des souches d'influenza, mais celle-là couvre 95% de l'influenza des États-Unis. Donc vraiment là, avec ces 2 vaccins-là, vous êtes quand même couverts. C'est quand même. Mais là, c'est sûr que des fois, ça marche pas tout le temps, évidemment, comme tous les vaccins. Ils ont des oui. marges Les d'erreur. dangers de mutation aussi des souches. Et Ben oui, des- mais c'est mais- pas comme ça que débute I Am Legend. Ah non, c'est pour le cancer, c'est beau. Mais Ouais, c'est ça pour peut le quand cancer. même arriver. Ça peut quand même arriver. Non, mais si tout le monde se fait... ça fait vacciner. Oui, puis, mais la maladie va être maintenant enrayée. non. Les maladies, là, quand on élimine des maladies par l'augmentation des vaccins, tout ça, ce qui arrive à un moment donné, c'est que la maladie, elle est enrayée. Elle n'existe plus. Où elle mutate en une super souche qui va C'est- créer des zombies qui courent la nuit et restent dans les buildings sombres le jour. C'est pas encore arrivé, mais en tout cas, C'est pas encore arrivé. Non, je Moi, pense pas j'attends que que ça ça arrive. Je veux que ça arrive. Tu veux que ça arrive? Oui! On a besoin d'un peu d'action. OK. Mais- Oui. Anarchie! Ah ouais, c'est Bon. ça. bon. L'anarchie. Donc, voilà, il va y avoir des vaccins qui vont peut-être sauver ta vie et celle du monde que t'aimes, mon Mikey. Je vais juste te dire ça comme ça. Donc, si tu leur souhaites qu'ils deviennent des zombies pour que tu puisses les exploser au shotgun, c'est une autre histoire. Je devrais Mais- me faire un thème. Je suis rendu là! mais tout ça pour dire que c'est vrai que les vaccins contre la grippe ont comme un taux de succès qui est variable à cause que la grippe est très diversifiée. Puis elle change vraiment là, très facilement. C'est ça, d'année en année, ça peut être complètement différent. Donc, c'est quand même bon qu'il y en ait trouvé un qui a un excellent taux de réussite et qui ait pu le prédire à l'avance. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour C'est les une sorte futurs. de vaccin qui marche avec un peu comme il marche avec les épitopes de virus qu'ils appellent. Donc c'est des fragments de virus, puis qui, je pense qu'il arrive à en faire en sorte que notre système nerveux, système immunitaire le reconnaisse
Donc, il va reconnaître les fragments des virus et non pas le virus en tant que tel. Et début de mon commentaire sarcastique, c'est tellement dommage que ça donne l'autisme. Fin du sarcasme. Ouais. Jim Carrey sort de sa corps. Si ça vous dérange pas, là, moi, je me suis versé un grand verre d'eau, puis j'ai mis une goutte de bière dedans, je me suis fait une pinte homéopathique. Exactement. Ben, en fait, t'en avais déjà dans ton eau, si on considère. Probablement. Ouais. Hey, Maki aime l'anarchie. Oui. Disons que c'est plus pour que contre. T'as déraillé un segment pour parler d'anarchie, fait que tant pis pour toi, Mikey. On a un problème. Ben, ça dépend pour qui, mais on a un problème. Il y a une montée d'un type de crime. Là, aux États-Unis, dans les dernières semaines, ils ont fait de nombreuses, ici on parle d'une dizaine d'arrestations, de clowns maléfiques. Oh my God. Hein? Si tu penses... Ils ont enfin, ils ont décidé d'arrêter les clowns. Quelqu'un a catché. Non, mais il y a une mode dans les dernières semaines de se déguiser en clown maléfique avec un masque épeurant et tout, et de se tenir dans des cimetières, puis de faire des saluts aux voitures, se tenir dans des parcs, dans des buissons. Ben, je te dirais des dernières années, vraiment. Ouais. Ah ouais. Mais là, la police sont tannés. Parce qu'il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus tannants. Fait que le nombre d'arrestations de clowns maléfiques est en hausse aux États-Unis. Nice. Mais, Certains diraient que ce sont des anarchistes qui se battent pour changer le système. Moi, honnêtement, je pense juste que c'est des... J'avais essayé de retrouver... j'ai vu, parlant de ça, parce que, tu sais, justement, il y a beaucoup de monde, là, que, tu sais, parce que, faut quand même considérer que la coultrophobie, qui est la peur des clowns, c'est une des phobies les plus fréquentes et les plus répandues. Donc, moi, je trouve ça quand même très drôle de faire ça, si ça me fait pas peur des clowns. Si je verrais ça, je serais plus comme, ouais, tu prends ton temps à te déguiser puis à faire peur aux gens, c'est très drôle. J'ai vu sur Craigslist, je vais essayer de le retrouver sur Reddit, c'était une annonce pour se déguiser en viking et chasser les clowns. Comme, là, il y a plein de clowns, c'est le temps des clowns. OK, nous autres, on se déguise en viking, mais là, la personne dit dans son annonce, il faut que vous procuriez vous-même votre chainmail et vos armes. Après ça va prendre des gorilles pour chasser les vikings. Mais c'est parce que ça va être plus dur de recruter des gorilles entre eux autres. Je pense pas qu'ils ont de social network, mais si ça peut arriver, je veux être clairement là pour tranquilliser les gorilles qui chassent les vikings, qui chassent les clowns. Ça commence à être un cercle vicieux éventuellement. Là, il va y avoir une genre de multiguerre de mascottes. Est-ce que ça va être un cirque vicieux? Les geeks contre-attaquent. Une source pertinente d'information. Pertinent. C'est un petit peu comme on avait parlé dans une couple de semaines, les animaux qui avaient mordu des fils pour arrêter la technologie. Oui. Puis on parlait bien sûr de la montée des robots qui attaquaient les humains dans les centres d'achat en Chine. C'est un peu un cercle comme ça. Puis d'ailleurs, on va parler d'un autre robot épeurant, mais après quelque chose. Après quelque chose, Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Et là, j'y vais avec... je reviens tout de suite avec ma pièce que j'ai tirée de Overclock Remix cette semaine. Et elle a un petit lien avec quelque chose qu'on va parler pendant l'émission d'aujourd'hui. C'est d'un jeu que moins populaire, mettons, mais tout de même. Vous savez qu'on continue de faire des jeux de Sonic à la Wii, hein? Oui. Vous êtes au courant? Il y en a eu quelques-uns? Ben là, il y en a un au 3DS qui est sorti la semaine passée. Oh, ok. Donc, Sonic, moi, je vous parle de Sonic Colors, qui est sorti en 2010 à la Wii. Voilà. Oui, ok. Donc, une pièce de ce jeu-là a été refaite de façon vraiment, vraiment divertissante. Le titre de la pièce s'appelle Misty Night. Et là, donc, une nuit, brumeuse. Et là, je vais vous expliquer le lien un peu plus tard dans l'émission. C'est du remixeur Fuzzy. Et on écoute ça sur les ondes des geeks contre-attaque.
Eh ben c'était Misty Nights, n'est-ce pas, Simon? Oui, tiré dans le fond, inspiré par la version dans Sonic. C'était Sonic Colors. Sonic Color. Moi, pour de vrai, là, je suis encore de la génération où est-ce que Nintendo et Sonic ne sont pas un mélange naturel. C'est une guerre ouverte, là. Moi, dans ma tête, ça reste une guerre ouverte. Pour de vrai, je comprends pas encore que Sonic puisse être joué sur une console Nintendo. C'est pas naturel pour moi. Mario, peux-tu être joué sur un PlayStation? Ouais, sur une console Sega, c'est ça. Faudrait Non, une console c'est ça. Sega. Mais Mario va sortir bientôt sur iPhone. Sûr? La quoi? Sur iPhone. iPhone? Ah, Ouais, ben oui. le premier jeu de Mario qui va sortir sur Oui, cellulaire Ça bientôt. va vrai, être c'est un genre vrai. de Mario Go, là. Ouais, c'est ça, c'est Super Mario. C'est un Infinite Runner avec des trucs de Mario puis des sauts, des choses comme ça. Ça risque d'être intéressant, là. Il est précommandé sur le mien, là, fait qu'éventuellement il va sortir. Ben, c'est un jeu gratuit. Ouais. Donc, t'as précommandé un jeu gratuit. Oui, c'est la première fois qu'il faisait ça. C'est quand même étrange. Pour de vrai, Ouais. c'est quelque chose. That's a thing. Oui. Tu peux précommander. Ouais, Ben, ok. apparemment. Hey, Pourquoi pas? j'ai un petit thème pour toi, Simon. Vas-y. Ah, avant. Pendant? Eric va nous expliquer la référence à Misty Knight qui voulait nous parler c'est pour de. plus tard. Avant, Ouais, ben c'est un peu rapport avec Luke Cage, dans Ah, le fond. bon. Un peu. Parce que c'est sorti hier soir, je pense, mais on va vous en rejaser, là. Je fais juste un Faut petit, pas aller trop vite. Faut Ok, pas aller c'est trop beau, j'ai rien dit. Non, pas trop vite, pas trop vite. Chronique Gadget. Et là qui va là, ça va être la joie. Au nom de la loi, je vous arrête là. On parle des gadgets? Oui! J'aime ça, parler de gadgets. Ben, on était supposé commencer par... j'avais fait une référence à des robots avant la pause musicale. Oui. Mais là, la manière qu'on a commencé, je pense que je vais juste faire un petit détournement. Parce que c'est ça rapport à un gadget. C'est un gadget qui sort cet automne. Et puis, si vous l'avez pas déjà précommandé, dépêchez-vous parce que je pense que ça va être le cadeau de Noël de l'année. Je parle de la Mini NES. Mini NES. Oh, oui, on en a glissé quelques mots depuis quelques semaines, mais Bon, oui, parle-nous cet ça. automne, c'était $60 US. C'est une mini NES qui venait avec 30 jeux incontournables. C'est environ gros comme une cartouche de NES, mais c'est physiquement comme une NES. Ça vient avec des manettes qui se branchent avec les mêmes ports qu'en dessous d'une manette de Wii, etc. Mais là, les premiers prototypes ont été essayés par des gens, c'est pas juste été annoncé. Puis il y a une couple de petits détails intéressants qui ont été sortis. Premièrement, c'est une sortie HDMI, donc Ok. on s'en doutait bien. mais- J'espère que c'était pas une sortie VHS qu'on tourne, qu'on visse. Exactement. Donc, mais là, vous vous dites, ben là, c'est une nouvelle, les vieux jeux sur une nouvelle TV, ça peut être ordinaire. Ouais. À cause de la résolution. Exactement. Y a-tu une sortie 4K au moins? Et du ratio. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont fait quelque chose d'intéressant. Qu'ils vont même faire que les jeux de la Mini NES vont être plus beaux que si vous les jouez dans la console virtuelle qui viennent sur la Wii ou la Wii U. Ils ont des filtres, bon, le classique 4:3 pixels parfaits, donc Oui. 1 pour 1.
tout bien classique, mais le Exactement. problème, c'est que souvent, ça, c'est trop beau sur une télé HD normale. Il va y avoir un mode fausse télé cathodique. Nice. Ça va, dans le fond, ça va quand même garder un ratio 4:3. Je sais pas si ça va remplir les côtés avec des images thématiques. Souvent, c'est ça qu'ils font. Et puis, ça va donner la distorsion, le flou aussi qui venait avec une télévision cathodique. Oui, il avait fait l'équivalent avec Mega Man Collection aussi. Récemment, Mega Man Anthology, je pense qu'il y avait un Ouais. mode vieille télé où c'est que t'avais vraiment un genre de... un peu les lignes de pixels qu'on Ouais. voyait, on percevait presque pas à l'œil nu, mais ça donnait cet effet-là un peu avec un genre de faux reflet parce que tu le voyais à travers à peu près un demi-pouce de De verre. vitre, mais oui. Mais oui, ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Je trouve Le ça son aussi est intéressant. meilleur que sur la console virtuelle. Fait qu'à date, Oui. c'est bon. Il y a des petits défauts, par exemple, qui ont été observés. Aussi, vous avez, je pense, chaque jeu, tu peux sauvegarder 4 fois, t'as 4 save states, un peu comme dans les émulateurs. Tu Oui. peux faire des sauvegardes rapides. Les défauts, c'est que pour changer de jeu, il faut faire reset sur la console. Il n'y a pas de Ok. bouton home ou retour comme sur les consoles modernes. Ok, Fait qu'il ouais. faut aller se lever. Et puis, les fils des manettes sont genre vraiment courts. Ah non. Oh. Donc, préparez-vous à avoir un long fil HDMI puis de la mettre sur votre table de salon quand vous jouez avec pour Ouais. pouvoir vous rendre parce que les fils sont vraiment pas longs. Fait que Ok. préparez-vous. Mais ça sort en novembre, puis je pense que ça va se vendre comme des petits pains chauds. Moi, nous autres, on voulait s'en acheter une pour le temps des fêtes. Fait que Mais je la pense que je vais sélection de essayer. jeu est vraiment tripante. Ça a été bien... je te dirais que la sélection de jeu est comme vraiment assez Assez large. assez large, assez hétéroclite pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Puis là. c'est pas Ouais. juste des jeux Nintendo, fait que c'est ça qui est Non, intéressant. c'est ça, il y a beaucoup de third party. Je pense qu'il y a un Castlevania là-dessus, il y a un Megaman... Il y a un Megaman, je crois, il y a un petit peu de tout, donc... Il y a pas ça mal va. les jeux que tu as besoin pour jouer, puis après, comme tu peux, c'est vraiment le starter kit idéal. Ah oui, de oui. Nintendo. Genre, tu veux savoir c'est quoi la NES? C'est comme C'est un ça. très, très bon exemple. J'aimerais qu'ils fassent quelque chose d'équivalent de même pour le Super NES. Tout ce qui manque, c'est une fonction qu'il faut que tu souffles dans les cassettes. Faut que tu souffles dedans pour que ça marche comme du Ça a monde. jamais été, il a jamais fallu qu'on sauve Faux. Non. Faux. Mais- Mais toutes les anecdotes prouvent qu'il faut. Non. Mais ce qui est le fun, je sais pas si vous vous rappelez, c'était avec le microphone de la Wii sur la Wiimote. Il y avait des jeux qu'il fallait. Non, c'est la 3DS avec le microphone. Il y a des jeux qu'il fallait que tu souffles dedans, puis que ça faisait une interaction dans le jeu, ça faisait tourner des affaires Oui. pour des fausses interactions. Fait que peut-être que tu pourrais avoir un petit micro sur la boîte de la petite console, puis il faut que tu souffles pour la Comme partie. sur la Famicom, il y avait un petit micro sur la manette. Oui, là. originalement, dans le jeu Zelda, les bébites à grandes oreilles, fallait crier dans la manette pour les détruire. Hein? Oui, Ouais. oui. Ou en tout cas, ouais, faut faire Fallait de quoi avec la souffler, manette. mais- fallait Ouais. faire de quoi. Il y avait un micro d'intégrer dans la manette. Ouais, je me sais pour- plus dans quoi j'ai vu ça. Je C'est pense que c'est Video Game Nerd dans quoi j'avais Dans vu ça quel la jeu? première fois. Zelda, Legend of Zelda, Ouais. le premier. Il y avait Mais il n'y a des- pas de micro dans la manette de NES. Non, Dans le mais Famicom. ça fait ça, Famicom. Ok, Dans le la, Famicom. la japonaise. Ils Ouais, ont, c'est ça. ils ont évidemment enlevé cette fonction-là lors du passage au Nintendo. Mais originalement, c'est pour ça que dans le livre d'instruction, ça dit que ces bébites-là n'aiment pas les gros bruits. Megaman 2 en passant pour le Megaman. Oui, bien sûr. Tous bien les sûr. Super Mario, Metroid, Final Fantasy original, mon Dieu, mon Oh. Dieu. Ninja Gaiden. Punch Out. Bon, fait que là, il s'assure vraiment que Excite le monde Bite. garoche, il s'assure vraiment que le monde garoche la console le plus violemment possible. Kid Icarus. Oh, Ah oui, Mon Dieu, il y a tout. Contra, Ouais, Oui. j'espère. Ghosts and Goblins, Gradius. Cobra Galaga. Triangle. Il y a Cobra Gradius, Triangle. il y a Gradius, mais il n'y a pas Life Force. Je trouvais que Life Force était meilleur parce qu'il Ah, jouait à deux en ouais. plus. Ouais, c'est vrai. Mais bon, assez parlé de ça ici. Je voulais vous parler d'un robot parce qu'on parlait d'apocalypse de robots parce que Oui. on continue à penser qu'éventuellement, avec les robots gardes de sécurité en Chine qui ont taisé des gens, qui peuvent être aussi contrôlés à distance, ça peut pas mal virer. Jamais. Non. Donc, quel est ce nouveau signe précurseur de l'apocalypse robotique, Simon? C'est un nouveau prototype, ok? On a vu plein de types, les robots mules qui peuvent amener des poids, des choses comme Oui. ça. Ici, je parle le Ghost Minotaur, qui est fait par Ghost Robotics. C'est environ, pensez une planche à laver avec des petites pattes. Ok. C'est tout. C'est une boîte rectangle avec des petites pattes. Puis il sautille comme un chien qui a envie de sortir. Pareil qu'un petit chien super cute. Oui. Ah ouais? Puis c'est Ok. tout petit. Mais le problème, c'est que oui, ça gambade, ça monte les escaliers, c'est capable d'ouvrir les portes que les poignées sont pas rondes, que c'est les poignées plates, là. Ouais, ouais. C'est capable de grimper des barrières en métal tressé. Des Ok. clôtures, communément appelées des clôtures. Complètement appelé des clôtures. Moi, j'appelle ça du métal tressé parce que je l'ai défait puis je me fais une armure pour aller chasser les clowns dans les parcs. Mais bon.
On revient en arrière. Oui. Donc, c'est un autre petit robot beaucoup trop mobile et cute que tu veux laisser rentrer chez vous Vraiment. pour qu'il vienne injecter ses œufs robotiques dans ta chair ou je ne sais pas. Je sais pas comment ça se reproduit un robot. Tu ouvres la porte, puis tu vois ce petit robot-là, c'est sûr que tu l'amènes chez vous, puis tu donnes une petite canne d'huile. Là. Ouais. Tu sais, t'ouvres une petite canne. Ouais, tu mets ça dans un petit bol. Ouais. Ouais, puis lui, il va sortir un genre de petit tuyau, puis il va Avec des tirer- boulons. Tu mets Ouais. des boulons dans une petite canne d'huile. Si je me fie à vos réactions, messieurs, j'ai l'impression que le robot qui va mettre fin à l'espèce humaine va être tellement adorable. Tellement cute. Ben, c'est ça. Hey, vous avez-tu vu le nouveau... Excusez-moi, je glisse. Mais avez-vous vu le nouveau Teddy Ruxpin? Teddy Ruxpin est de retour. Attends un peu. Teddy Ruxpin is back! OK, là, t'as peu. Pour les auditeurs Oui. plus jeunes, Oui, pour tout le monde. explique-nous qui est Teddy Ruxpin. Teddy Ruxpin était... bon, il y a eu une série de dessins animés, mais c'était un toutou d'ourson qui avait dans son dos un lecteur cassette. Gabi. Non, ça, c'est pas Gabi. Non. Ah, Tu mets- Et puis, il était fait pour réagir à la cassette. Fait que quand vous faisiez jouer la cassette, il était animé du visage avec les yeux puis la Ouais. bouche, un peu comme un Furby, mais c'est plus vieux que ça. Et il chantait. Ouais. Les chansons, les cassettes qui étaient faites Il spécialement racontait pour des lui. histoires, puis entre guillemets, il se voulait être un toutou parlant. Ouais. Ouais, il était comme En guillemets. intelligent. Puis il avait fait une série télé de cartoons pour aller avec ça. pis tout Il y a ça. pas un épisode genre de Ally McBeal qui a été résolu par la conversation enregistrée là-dessus. Ah, probablement, oui, sûrement. C'est le genre de niaiserie qu'il y a Ouais, déjà hein. là-dedans. Mais ça revient. Là, bien sûr, c'est des fichiers musicaux, c'est le futur, etc. Mais ses yeux, c'est plus juste des globes avec des petites paupières qui se ferment. C'est 2 écrans Oh, non, my LCD. God. What? Et 2 petits écrans avec des pixels, oui. Oui. Et puis, c'est des grands yeux merveilleux, comme dans un manga. Et puis, il cligne des yeux, puis ses yeux peuvent briller. C'est genre un niveau de cuteté qui est immoral. Ouais, mais Peux-tu c'est- loguer sur Spotify et qu'il chante n'importe quel... Probablement pas. Ouais, c'est ça, je suis sûr qu'il y a moyen de hacker cette affaire-là pour que les yeux deviennent super méchants puis qu'ils se mettent à chanter du métal. Sûrement. Tu peux peut-être même l'envoyer, je sais pas, tu peux mettre, probablement, quelqu'un qui va trouver une manière de rendre ça Wow. complètement maléfique. Mais présentement, il est ultra cute. Est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils ont revampé son visuel? Est-ce qu'il y a encore, parce qu'il était comme pas très beau, il y avait comme un espèce de tablier, Teddy Il Ruxpin. était brun beige, hein? Il était comme brun beige. C'était comme un Kalinours cheap parce qu'il y avait comme un tablier. Non, Pourquoi il y avait un Kalinours tablier? drabe. Drab, clairement. Ouais, c'est ça. C'était comme... ouais. Il y avait une grosse chenille avec lui, une grosse chenille fluorescente qui marchait. et les là. chenilles- ça, c'est les luminous. Non, il y avait du minou, mais il me semble qu'il y avait une grosse chenille avec comme des points de rousseur. Une espèce de chenille qui avait une espèce de tête de fourmi, me semble. C'était spécial, son affaire. C'était weird. C'était weird. En tout cas, bon, ben, il est de retour. Hein? Mais c'était pas aussi weird que les créatures qui ont pas de nom dans les ratons laveurs. Là. Tu sais, les ratons laveurs voleurs de la forêt des amis. Là. Oh my god. Les amis de la forêt. Il est Oh, comme- il est Teddy comme pareil. Ruxpin. Ok, ouais. Mais c'est lui avec les yeux... C'est Ça, les écrans, ses ça. yeux, c'est des lumières. Imaginez le mal qui peut Ouais, mais arriver tu sais, là-dedans. le soir, là, comme moi quand j'étais petit, là, si j'arrivais dans ma chambre et je me parle de yeux qui illuminent, nope. Là, sont Non. bleus pis sont cute, mais imaginez quand il vire rouge. Yeah. Puis là, il commence à jouer genre des cassettes à l'envers de Black Sabbath. Ou genre, Just la batterie begun. commence à être faible, puis les yeux se mettent à cligner pas égal. Là. Non. Puis Les gars, la toune, elle se met à sauter. Hein? la nuit, quand tu vois 2 yeux te regarder dans le noir, ce qui est le plus épeurant, c'est un rire d'enfant. Ah. Hey, en passant, oui, il y avait un ami, c'était une genre de chenille, une chenille centipède. Oui, c'est ça, Ah, c'est ben ça. oui, elle, c'est elle ça. avait une espèce de face bizarre. Ah, oui, pour tous les daltoniens. La nuit, tous les chats sont gris. Donc, Ah. sur ça, on va y aller en pause, puis on va vous revenir après pour la 2e demi-heure de l'émission de cette semaine des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my god, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque!
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Les Geeks contre-attaque en ce samedi 1er octobre. Non. C'est ça qui fait noir tout d'un coup. Là. Ah, il y a une paire de yeux. Mikey, je le savais que c'était toi! Ok, c'est correct, c'est bon. C'est pas encore l'Halloween. Non, je sais. Mais tellement bientôt. Ouais, c'est vrai. Dans seulement 29 jours. Alors, seulement 29 jours, c'est l'Halloween. Hey, vous avez-tu vu, pourquoi on parle d'Halloween, là, mais on sait tous c'est quoi qui va être le duo de costumes le plus populaire cette année à l'Halloween. Puis selon les statistiques, préparez-vous que tous vos parties vont avoir 3 Harley Quinn puis 4 Joker de Jared Leto. Je sais pas, je pense pas. À date, Oh. dans les ventes de costumes, c'est ça. C'était prouvé scientifiquement par les ventes. Harley Quinn, le personnage Harley Quinn, ouais. a comme surpassé le succès Le du film. film. Oui. Elle est devenue une icône de la culture populaire en dedans de quelques semaines. Donc, Mais Joker, ça- je pensais que le Joker allait plus abuser que ça, mais justement... Ah ouais. Ben, Ouais. s'il avait été plus que 6 minutes dans le film. Ouais, c'est ça. Comment aurait le monde aidé. va limiter? Ils vont juste avoir de la misère, là. Ouais, c'est ça. Ils vont arriver au début du party, ils vont partir tout de suite, on prend un autre qui dit, Voilà. voilà, c'était mon caméo du Joker. de la Et soirée. voilà. Ouais, mais ils vont se préparer 31 heures avant. Effectivement. Mais c'est quoi, j'aime mieux des Harley Quinn que des Frozen. Puis ils vont teaser le costume sur Facebook pendant genre 2 semaines. Puis Ah ouais, ils vont se exactement. pointer 5 minutes. C'était une bonne gimmick, ça. OK. Donc. Bon. On parle de quoi? Chronique du Cosmos! Chronique du Cosmos. Parce que oui, ceux qui ont suivi un peu l'actualité geek cette semaine, ont probablement eu vent de la conférence de presse donnée par SpaceX et par un certain dénommé Elon Musk, qui non seulement est un excellent nom pour un bad guy de James Bond, mais en plus... Un parfum aussi. Oui. Un parfum aussi. Oui, Moi, j'aurais de Elon Musk. Ouais, avoue, hein. Hey man, c'est une opportunité ratée. Hey man, toutes les geeks s'achèteraient ça quasiment. Genre. Hey my god. Tellement. Cette fragrance d'élon. Donc, je disais donc, Elon Musk a fait une conférence de presse cette semaine. Il nous parlait de Mars, c'est bien ça? Oui, puis honnêtement, non, le muscle vient souvent de glande anale de l'animal. Oui. Donc, c'est encore plus dégoûtant que vous le pensiez. Ah oui, non, mais c'est ça. Oui, excusez-nous. Donc, hey, j'ai pas la bonne nouvelle ouverte devant moi parce que je viens de me rendre compte, j'ai entendu la toune de Star Trek, puis ça m'a comme donné une idée pour ma prochaine. Mais on va commencer par là ici. Cette semaine, il s'est passé quelque chose. Elon Musk a fait une conférence de presse pour annoncer ses plans pour la colonisation de Mars. Ici, on parle pas d'envoyer des robots de cœur-circuit sur la planète là-bas. On parle pas non plus que quelqu'un se rende sans en mourir en chemin. On parle de coloniser de façon propre. Oui. Ça prendrait Matt Damon pour ça, mais Exactement. on n'en verra pas. Mais premièrement, oui, les gens vont mourir. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de tout ça. C'est clair, il a dit, les gens qui vont y aller, préparez-vous. Risque de mortalité quand même relativement assez élevé. Oui. Et puis, c'est un voyage sans retour, potentiellement, etc., etc. Donc, bonne nouvelle, c'est aussi dangereux qu'on le pense. Yeah! Excusez-moi. Mais quelque chose d'intéressant ici qui me donne juste envie qu'Elon Musk devienne encore plus riche parce qu'il dit que le seul et unique but de sa fortune est de financer ce projet, la colonisation de Mars, qui on peut dire une sorte de le premier philanthrope interplanétaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Donc, il va prendre tous ses fonds pour fabriquer un véhicule qui a un nom extrêmement scientifique, c'est le BFR, le Big Fucking Rocket. Littéralement ici. Je lis ce qui est écrit. Tu ne paraphrases pas. Là. Non. Et c'est le nom de la roquette qui va l'amener dans l'espace et elle sera attachée au BFS, S étant pour Spaceship. Oui. Le premier étant B était pour Big. Big, puis le Et F est pour l'autre mot. Donc, vous avez une Big Fucking Rocket attaché à un Big Fucking Spaceship, qui est ici le terme technique. Et ils vont être quand même assez gros. J'ai vraiment un petit écho de Spaceballs là, de ça. C'est comme envoyez le BFG. Tu vois, en tout cas. Un méga ménagère. Mais le BFG, c'était le Big Fucking Gang de Doom. Ouais, exact. Doom, BFG 3000. Ou le Big Friendly Giant. Oui. Ça, honnêtement, je suis pas capable de voir cette affiche-là sans penser. Moi aussi, mais c'est le Big Fucking Gun. Bon, je pense qu'on s'écarte là. Hey my god. Oui, un petit peu. Comme la fille. Donc, c'est une fusée qui est supposée avoir une poussée de 500 000 livres. Et puis, ça devrait, dans le fond, il devrait avoir 50 à 60
moteur propulseur dans le premier stage de départ pour quitter le dur sol en dessous de nous. La taille de cette fusée-là est tellement massive. On parle de 122 mètres. Ouais, 122 mètres. Donc, juste la partie qui est poussée par la roquette, OK? Ce qu'on veut envoyer dans l'espace est presque de la hauteur de la première fusée qui a quitté l'atmosphère. C'est à ce point-là gros, là. C'est fou. Si on a créé des moteurs pour pousser l'entièreté de la première fusée qui est envoyée dans l'espace. Ouais. Donc, on parle de quelque chose d'énorme, là. Dans le fond, le but, c'est que ça va dans l'espace, ça parque le BFS en orbite autour de la Terre, et après ça, le BFR, la roquette, elle retombe sur Terre parce que c'est une chose réutilisable. Oui. Le but ici est de faire plusieurs voyages et de monter une flotte de ce que tu as besoin pour partir là-bas et de finir d'amener peut-être en plusieurs voyages ce qui peut être nécessaire parce que ce qui est cher, c'est le vaisseau. Et puis, probablement que ton vaisseau rempli de tout ce que tu as besoin, si tu le montes d'un seul coup, ça va probablement être trop lourd. Donc, effectivement, oui. tu montes ton vaisseau. Après ça, les Falcon Rockets, qui sont les roquettes de SpaceX, vont faire des voyages, amener le stock, remplir la navette, le BFS, mettre tout ce qu'il y a besoin là-dedans. Et une fois dans l'espace, ça n'a pas besoin d'autant de pousser dans le fond pour pouvoir se déplacer. Ça fait juste rester là par la magie de la science et tout va bien ici. C'est un peu ça le but qu'il parlait aussi, c'est d'être capable de faire des départs à partir de l'orbite avec des grosses quantités de matériel, parce que quand t'as plus besoin de faire quitter l'atmosphère, tu dépenses beaucoup moins de fioul et d'énergie. Donc, une fois que tout est là, ça va aller vers Mars à une vitesse relativement tranquille de 62 000 à l'heure. 62 000 milles à l'heure. Oui, 62 000 milles. 62 000 milles. Oui. Bon. Et puis, quand ça va arriver sur l'atmosphère martienne, ça va probablement devoir supporter une température d'environ 3000 Fahrenheit. Ce qui est léger. Quand même. Et puis là, le classique, ça va utiliser des systèmes pour se ralentir et atterrir sur Mars et commencer des plans de colonisation. Il parlait d'un nombre dans la conférence de presse qui ont approché, un nombre qui serait autour de 100 000 personnes, idéalement, pour débuter une colonisation viable. Parce que en bas de ça, on en avait parlé la semaine dernière, d'ailleurs, là, les fameux, entre guillemets, bottleneck. Ça a des moments de la civilisation où on était rendu très peu nombreux, puis ça l'a peut-être affaibli notre code génétique parce qu'on vient de très peu d'ancêtres à certains moments de notre histoire. Donc, si tu veux que ta colonie soit viable, faut que tu aies beaucoup de monde pour la débuter. Donc, 100 000, ça me semble un nombre énorme. C'est énorme, il y a beaucoup de monde qui va mourir on the way, de manière. C'est ça. Quand t'envoies à Warcraft, là, tes bonhommes, là, il y en a comme juste 15 qui se punkent, ça va être la même chose. On avait dit à un moment donné, on avait parlé, je pense, la semaine passée, que à un moment donné, la population humaine avait descendu à 200 000. Fait que repartir à 100 000, c'est déjà bien. Et puis, il y a des plans d'aller faire des allers-retours. Parce qu'à un certain point, il dit, un voyage sur Mars devrait coûter à une personne environ 200 000 $. Ce qui est quand même... Mais là, ici, on parle très loin quand le système est établi. Une fois que ça va être établi, c'est ça. Mais tu regardes ça, c'est le prix d'une maison. Mais c'est ça, c'est son but. C'est atteignable, dans le sens que c'est un chiffre qui existe pour le commun des mortels. Littéralement, Total Recall est à portée de main. Oui. Oui, tout à fait. Et puis, son plan est d'avoir une civilisation qui s'auto-entretient, donc qui est capable de produire sa nourriture, son énergie, etc., Exactement. et ainsi que sa population, dans maximum 100 ans. OK. Puis avec les découvertes récentes de Curiosity, parce que Curiosity continue de trouver des choses en passant, là, pour ceux qui restent au courant, on a découvert que ça va être extrêmement facile, beaucoup plus facile qu'on le pensait, d'extraire de l'eau. Du sol martien? Du sol martien. Ils ont découvert beaucoup d'éléments qui vont les aider à le faire et et la profondeur à laquelle ils ont besoin de creuser pour ça va être moindre que ce qu'ils estimaient au départ. Donc, il y a encore les problèmes, bien sûr, de température, de l'air et tout ça, des radiations, mais pour l'eau, ça s'est incroyablement simplifié depuis quelques mois. Très gros problème. Oui. On a aussi un dernier problème qu'il faut régler là-bas parce que pour revenir, il faut que tu sois capable de remettre de l'énergie dans... Oui. Et ils sont en train d'établir, ils ont trouvé des procédés, mais il va falloir aussi trouver une manière de créer du carburant à partir de Mars pour refaire des lanceurs, pour relancer une navette. Heureusement, Mars a une atmosphère beaucoup plus mince, mais la gravité va quand même être difficile pour renvoyer les véhicules sur Terre et faire des boucles à un certain point. Donc, nous, les plans de colonisation, c'est 40 à 100 ans. Nous, on connaîtra probablement pas vraiment ça, mais peut-être que nos enfants vont aller mourir sur Mars. Peut-être. Nous, je pense qu'on va voir
Peut-être les premiers, les premiers vols qui vont y aller, mais that's it. On va voir, je pense, le premier humain, là, tu sais. Possiblement. La première gang qui vont y aller. Parce qu'il expliquait aussi, je sais pas si c'était pendant la conférence de presse, dans les articles que j'ai lus par la suite, il faut qu'ils trouvent une source d'énergie alternative pour l'utilisation quotidienne de leur appareil, dans le sens que l'énergie solaire est viable, mais étant donné que Mars est plus loin, c'est un petit peu moins efficace que ça l'est ici sur Terre. Donc, il faut vraiment qu'ils trouvent d'autres façons Par contre, l'atmosphère étant pas le même et pas filtrée de la même façon, il y a peut-être d'autres... Il y a beaucoup d'affaires. Tout ça pour dire que depuis que l'arrivée de Curiosity sur Mars, on dirait que l'échelle des possibilités que ce soit viable s'expansionne de semaine en semaine avec les découvertes qu'on fait là-bas. Donc, mais ça va être difficile, beaucoup de gens vont mourir. Oui. Et ça, c'est ça. Puis si vous voulez juste vous consoler qu'il y a des gens vont mourir sur Mars, vous avez juste à regarder l'excellent petit, je sais plus quel site, je vais le mettre sur les geeks, une petite compilation vidéo des meilleures questions qui ont été posées à Elon Musk lors de cette conférence. Ouais. Et honnêtement, je sais pas comment il a fait pour garder son sérieux. Son sérieux, sa composure, comme ils disent en anglais. Ouais, parce qu'une conférence de presse de cette envergure-là, c'est sûr qu'il y avait... c'était un beau sac de bonbons mélangés qu'il devait avoir comme question. Là. Des fois, là, les questions Comic-Con, ils me font un peu me sentir mal. Là, c'était comme... Tu sais, du monde qui raconte l'histoire de Burning Man et tout ça. Là, qui non, c'est ça. Il y en a que tu rouvres la porte du frigidaire puis la lumière allume pas tous les coups. Là. Donc, si vous voulez rire avec ça, on va vous mettre ça sur la page des geeks. Dernière chose, le premier potentiel BFS, donc... gros vaisseau. Ils veulent le nommer en référence au Guide Galactique. Ils veulent l'appeler le Heart of Gold, qui est le vaisseau dans le Guide Galactique. Donc, c'est quand même cool. Yeah. Yes. Hey, on y va-tu en musique? Ah oui, non? Yeah! La chanson de la semaine 2! Ah, très chers auditeurs des Geeks Contre-Attaque, très chers collaborateurs de l'émission, laissez-moi vous faire subir à nouveau Buckner et Garcia. Legit, j'avais oublié que c'était ça qu'il y a chaque semaine. Cet album de 1982 du titre de Pac-Man Fever, dans lequel chaque chanson faisait référence à un jeu de vidéo de l'époque. On est rendu à la pièce numéro 4, donc on va avoir la moitié de fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il va rester encore 4 semaines et j'y étais en ordre de pertinence. Donc, j'ai commencé par les meilleures tunes et on s'en va progressivement de pire en pire. Donc, éventuellement, on sera dans la dernière pièce. Oui. Si on survit. Puis là, il reste Mousetrap, il reste Berserk, il reste Hyperspace. Mais cette semaine, on y va avec Frogger. Ils ont fait une tune sur Frogger qui s'appelle Froggy's Lament, avec des paroles appropriées et un beat tout à fait inapropos pour un jeu vidéo. Bref, Buckner et Garcia, Froggy's Lament, on écoute ça sur les ondes des Geeks Contre-Attaque. Magic twanger, Froggy. Froggy takes one step at a time. The way that he moves has no reason or rhyme. He hops and jumps, dodges and ducks, cars and buses, vans and trucks. Go, Froggy, go. You gotta keep on hopping till you get to the top. Go, Froggy, go. Gotta keep on hopping, you can never stop. Go, go, Froggy, go. Hiya, kids. Froggy takes one step at a time. The way that he moves has no reason to rhyme. There's snakes and insects, otters and things. At times I wish Froggy had wings. Go, Froggy, go. You gotta keep on hopping till you get to the top. Go, Froggy, go. Gotta keep on hopping, you can never stop. Go, go, Froggy, go. Froggy takes one step at a time. The way that he moves has no reason to rhyme. The diving turtles have fooled him again. I guess for old Froggy it's sink or swim. Go, Froggy, go. You gotta keep on hopping till you get to the top. Go, Froggy, go. Gotta keep on hopping, you can never stop. Go, go, Froggy, go. Rabbit. Froggy takes one step at a time. The way that he moves has no reason to rhyme. He rides on the logs all the way to the top and into his cage with one final hop. Go, Froggy, go. You gotta keep on hopping till you get to the top. Go, Froggy, go. Gotta keep on hopping, you could never stop.
magic twanger, Froggy. You gotta keep on hopping till you get to the top. Go, Froggy, go. Gotta keep on hopping, you can never stop. Go, go, Froggy, go. Go, Froggy, go. You gotta keep on hopping till you get to the top. Go, Froggy, go. You gotta keep on hopping, you can never stop. Go, Froggy. Go, Froggy, go. You gotta keep on hopping till you get to the top. Go, Froggy, go. You gotta keep on hopping, you can never stop. Go, go, Froggy. Alors, on vient d'entendre Froggy's Lament de Buckner et Garcia. Continue à bondir jusqu'à temps que t'arrives en haut. C'est logique. C'est aussi mauvais en anglais qu'en français. Oui, et ça va aller de pire en pire dans les semaines. Et j'ai aucun scrupule ni remords de vous faire jouer ça au complet. Donc, voilà. Bon. Ben moi je trippe. Au moins, Mikey. OK, on parle de quoi, là? Mais moi, j'ai écouté plein d'affaires cette semaine, puis là, vu que on va perdre Simon la dernière demi-heure, on va jaser quelque chose pour la dernière demi-heure. Ah, de spécifique, OK. De spécifique. Mais là, on parle-tu de film? Exactement. On parle de film. En général. Oh, ben là. Ah, mieux que ça. Mieux que ça. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Dis-moi que les veines te sortent pas des bras quand t'entends ça. Là. J'ai ma barbe pousse à chaque fois. Je m'étais rasé avant d'arriver ici, là j'ai une grosse barbe. Donc, Conan. Hey, j'en ai écouté tellement d'affaires, il faut vraiment que je me dépêche parce que j'ai écouté beaucoup de choses ordinaires, puis des choses très très hautes. On va commencer par le moins bon film d'horreur qui s'appelle The Hollow. Honnêtement, je me souviens plus c'est quoi l'histoire. Je sais qu'il y a du monde qui se fait attaquer par une créature dans les bois qui transforme les choses en braise. C'est pas mal la seule chose que j'ai compris de cette histoire-là. Ancienne créature dans un bois, puis allez pas dans le bois, ils se font pogner par la créature. Puis... Ah ben, c'est drôle. The Hollow, qui transforme les gens en braise, ça me fait penser, c'est référentiel pas mal à... aidez-moi, là. Dark Soul. Belle petite référence. Ben oui. Mais j'espère. Ça n'a rien à voir dans le film, mais je comprends pas ton Non, mais écoute, on va leur donner. Bon, oui, on va leur donner. Bon. C'est accidentel, donc bravo les boys. 1 sur 10 pour ça. OK. On continue avec un petit documentaire qui m'a fasciné plus que ce que je pensais qu'il allait me fasciner. C'était le documentaire qui s'appelle Dennis Rodman, Big Bang in North Korea. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a une couple d'années, les gars, Dennis Rodman... Oui, l'ancien joueur de basket, l'ancien centre, oui. Il est allé en Corée du Nord, puis il a aimé ça, puis il tripait trop, puis il était quasiment sur le bord de devenir le joueur de basket national. Ouais, puis lui puis Kim Jong son body. Ouais. Puis donc c'est le documentaire un peu qui entoure ces événements-là. Ça prouve que c'est une très mauvaise personne. Je veux dire, tu peux pas être une bonne personne puis faire ça. Là. Tu veux dire Rodman, ça? Ouais. Ah, non, en fait, ça m'a un peu... Parce que moi, Dennis Rodman, j'ai un peu de la misère à le cerner comme gars. Il est tellement scrap de la vie que... Il est spécial. Mettons, je l'ai vu dans les émissions. Là, il a passé une émission de télé-réalité. Sûrement. Je sais plus laquelle. Ouais. Survivor, Celebrity, Single... whatever. Jersey Survival, Celebrity Survivor, il était là-dedans. Donc, puis je le trouvais bien bizarre. Je pense que c'est dans The Apprentice. Ah, ouais, c'est The Apprentice avec Trump. Et puis, j'ai bien la misère à le sentir, mais de voir cette affaire-là, tu sais, ça part vraiment d'une place honnête. Lui, il veut vraiment essayer de faire des ponts entre les États-Unis et la Corée du Nord. Ce qui est pas du tout une mauvaise chose. Non. Mais quand tu le fais comme un espèce de grand tata, genre qui a des problèmes d'alcoolique, il se saoule la gueule, puis il est là, tu sais, comme il doit mesurer au moins 2 Coréens et demi. Puis il est là, tu sais, il y a pas du tout l'espèce de présence et de culture qu'on attendrait d'un dignitaire pis d'un. Ouais, c'est ça. C'est comme le gars qui veut faire la chirurgie pour sauver la vie de quelqu'un, mais il voit que des mitaines à faux. C'est exactement ça. Tu sais, il est bien intentionné, mais ça va être maladroit at best, puis une catastrophe at worst. C'est pas mal. Ça fait que, là, je te dirais que c'est pas mal au mieux, donc c'est juste maladroit. C'est rien de très grave. Moi, j'ai écouté ça, puis j'étais comme un peu... J'étais fasciné parce que j'aime beaucoup la Corée du Nord, parce que c'est très, très...
Corée du Nord. C'est un univers en soi. Oui, c'est un univers en soi parce que c'est complètement isolé du reste. C'est comme ça a évolué dans une réalité différente de la nôtre. Mais là, tu vois, il nous montrait quand même beaucoup d'images de la Corée du Nord. Et puis moi, c'est sûr que ce que j'avais vu, mettons, de plus récent, si on veut, les images qui m'ont le plus resté avec moi, c'est les documentaires de Vice. Oui. Que les images étaient complètement désertiques et c'était vraiment... Ça faisait vraiment peur. Ouais. Là, on voit que, je veux dire... Il y a du monde là, qui roule dans le char, dans le background. Là. Il y en a plus qu'un. Là. Mais ça reste que lui était là officiellement. Donc, il était là avec les 8 handlers dans des situations stagées. Si on les voit, si on voit les handlers, clairement. Mais je veux dire, reste on a quand même quelques plans qui vont aux mêmes endroits que le monde de Vice. Puis je veux dire... C'est disponible où? Je veux dire Netflix, mais je peux pas confirmer parce que mon internet ne marche pas. Mais il va être bientôt disponible là, en DVD puis en Blu-ray. Donc c'est un documentaire assez intéressant quand même. Oui. Mais c'est rien qui va vraiment là, comme vous ouvrir les yeux sur la Corée du Nord, ni sur Dennis Rodman en tant que tel. Donc si vous avez suivi ces événements-là, intéressant. Sinon. Il y a aussi, parlant de documentaire sur Netflix, on va en parler rapidement. J'ai écouté ça cette semaine parce que c'est sorti récemment, c'est Raiders. C'est le documentaire sur les kids aux États-Unis qui avaient refait, en 82, avaient voulu refaire le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, dans le fond, Raiders of the Lost Ark, le premier Indiana Jones, shot for shot. Donc, chaque plan de caméra intégral refait par des kids de 10-12 ans en 1982 avec des caméras normales. Avant le Sweating. Et ce projet-là avait duré pendant 7 ans de leur vie. Et ils avaient tout fait le film à l'exception d'une scène. Et c'est devenu un film culte dans les festivals de cinéma après quelques années. Parce que c'est des kids de 10 ans qui apprennent le film shot by shot. C'était carré. Et qui vieillissent aussi. C'est ça, pendant le tournage. Et ça a pris 7 ans à faire. Oui, 7 ans à faire. Et la dernière scène qu'ils n'avaient pas pu faire, c'était la scène de l'avion. Où ce qui se bat contre le gros nazi, puis qui se fait ramasser dans l'hélice, une scène classique. Donc, avec l'aide de l'Internet et de plusieurs backers par la suite, et l'IROT, entre autres, qui va organiser un festival de films, ils ont tenté, là, 3 ou 4 ans, de refaire la dernière scène du film. Nice. Mais ils sont rendus tout adultes, ils ont passé à d'autres choses, la plupart se parlaient plus. Il est arrivé des trucs pas cool en chat, puis le documentaire suit cette épopée-là de faire cette scène-là. C'est fascinant. Raiders. Honnêtement, c'est le fun. Puis là, je suis intrigué de voir le film, mais je l'ai pas vu encore, la version des kids. Là. Mais ils ont eu l'occasion de parler avec Spielberg, qui a vu leur version, avec Lucas aussi. Oh. Donc, mais là, il est juste fin, semi-condescendant de comme, vous avez fait une belle job, les gars. C'est qu'est-ce qu'ils disent? Tu vas pas grand-chose. Moi, j'aurais enlevé le fusil, mettre des walkie-talkies à la place. OK, donc. Donc, on continue. Après ça, j'ai écouté The Legend of Tarzan. Donc, Tarzan avec l'autre blondinet des vampires, là. Donc, Twilight? Ouais. Non, pas Too Light. L'autre truc de vampire qui brille pas, mais sont à TV, là, puis arrête pas de se baiser un autre. True Blood. Merci. Okay. Donc, le chef des Game Vampires de True Blood, je sais plus son nom, Eric Machin, le blondinet scandinave, c'est lui qui fait Tarzan, puis là... Il y a des lianes, il crie, puis il y a des animaux, puis il y a des chasseurs. Mais y a-tu du colonialisme? Y a-tu du colonialisme? Je pense que, Parce que Tarzan, c'est une belle histoire de colonialisme. De l'homme blanc qui maîtrise l'animal sauvage et la jungle noire, là. Parce que la production semblait quand même assez pompeuse, ça semblait assez gros, là. C'est bien fait, puis ça se prend au sérieux, ce qui fait en sorte que c'est oubliable. Tu sais, il y a rien qui est vraiment mauvais dans ce film-là, mais il y a rien qui est particulièrement bon. Parce que l'approche un peu gritty entre guillemets, là, l'approche un peu plus sombre de cette histoire-là, avait déjà été faite dans les années 80 avec Christophe Lambert. Non, avec Disney. Ouais, avec Disney, mais avec Christophe Lambert, Greystoke. La légende de Tarzan. C'est le film qui l'a mis sur la map. Pour l'époque, c'était correct. Mais c'était vraiment une approche beaucoup plus sérieuse et crédible de l'histoire de Tarzan. Donc... Mais là, c'est rendu sombre pour être sombre. Là. La scène de viol avec Bagheera, c'est un peu trop. What? Bagheera, ça, c'est Mowgli. Donc... T'es mêlé dans tes menteries, mais tu sais, il y a des bons éléments, mais je veux dire, Alexandre Skarsgård, mais c'est pas lui, mais en tout cas... Lui, il est quand même bon dans le sens que, tu sais, il a l'air d'un pied et demi plus grand que tout le monde, puis il a clairement l'air d'un gars qui a passé sa vie à se pendre avec ses mains par les lianes. Il y a même un petit moment vraiment de CGI vraiment ridicule que il montre à des kids, tu sais, comment que ses mains ont changé au fil du temps, tu sais, puis il s'appuie sur ses phalanges, et il y a comme une espèce de morph bizarre de ses mains qui deviennent comme des grosses mains de gorille quand il s'appuie sur ses avant. C'était vraiment c'est comme pointless CGI, là, c'est exactement ça. Donc, mettons ton joyau de la couronne, là, celui que tu recommanderais, mettons, à Caroline Caron cette semaine.
Ouais, quand même. Ça va être de quoi on va parler plus tard. OK. Mais c'est une série télé, si on va parler plus tard. Donc, mais dans les films que j'ai écoutés cette semaine, Caroline, si tu veux écouter une comédie, on va se le dire, une comédie d'ado niaiseuse, là, je n'ai pas encore parlé, mais c'est Mike and Dave Need a Wedding Date. Ah oui, OK, ouais. Avec entre autres Zac Efron et j'oublie le nom de l'autre gars qui est dans les Workaholics, le Adam de Memp, des Workaholics, et notre cher ami Zac Efron, qui font deux frères, qu'il faut qu'ils se trouvent une date pour leur mariage de leur sœur à Hawaï. Mais ils sont vraiment douchebags. Mais non, tant que tel, ils sont pas party ça. animals. C'est ça, c'est plus des party animals, à chaque réception, tu sais, ils deviennent chauds, tout ça, fait qu'ils font le party un peu trop. Là, ils veulent plus qu'ils soient là, à moins qu'il y ait des belles filles respectables. Et les deux filles parce qu'eux, ils font comme une annonce sur Twitter, puis sur les réseaux sociaux, puis ils vont à TV annoncer on paye un billet d'avion à deux filles à Hawaï, nanana, fait que l'imagine bien qu'il y a toute une gang de filles qui se pointent. Ouais. Puis Anna Kendrick et la fille de Parks and Recreation, dont j'oublie le nom, qui fait la blonde qui fait la fille sérieuse, là. La blonde de Chris Pratt, là, ouais. c'est, comment elle s'appelle, là? C'est, Aubrey Plaza. Aubrey Plaza, merci, nice, très bon. Donc, Aubrey Plaza, et puis Anna Kendrick, pas Anna Kendrick, Anna, la petite rousse, qui est un peu geeky, awkward, mais qui Jennifer Aniston? Non. En tout cas, donc, ces deux filles-là qui sont complètement encore moins classes que les deux gars, qui font semblant d'être des bonnes filles pour avoir un voyage à Hawaï. Fait que c'est une spirale de pas de classe. C'est une spirale de pas de classe. Tu sais, c'est niaiseux, mais il y a des bons moments. J'ai vraiment ri comme... J'ai ri de mon cœur quand même à un ou deux endroits. Ah, puis sur Netflix, en passant, si vous l'avez pas vu, le Zootopia, c'est super bon. Oui, c'est bon, hein? C'est bon. Super bon. C'est très, très bon. Ça m'a surpris. L'analyse de Wisecrack est très intéressante, par contre. Ouais, comme le vrai sens de Zootopia, parce que il y a des affaires là-dedans que, quand tu analyses ça au point de vue sociologique, c'est... Ben, le message est très bizarre. peu subtil, là. Ouais. Très, très peu subtil, là. Ouais. OK. Mais reste que j'ai trouvé que le film, parce que dans le fond, c'est pas un film de Pixar, là. C'est pas ça, faut s'enlever de la tête. Non, c'est ça, c'est Disney Animation. Mm-hmm. Et là, ils se sont vraiment surpassés pour la qualité. Avec là. ça, ils sont arrivés à l'échelle de Pixar. Ils sont arrivés dans la même cour que les moins bons Pixar. Exactement. C'est que là, ils sont dans la cour des grands, puis là, c'est comme... L'attention au détail est surprenante. Voyons, le world building, entre guillemets, là. La façon que tout est monté à l'intérieur de ce monde-là, qui est juste peuplé par des mammifères, on est arrivé quelque part, là. Hey, les gars, avant d'aller à la pause, oui. Ben, je pense que t'es tombé dans les goûts de Caroline qu'on aime, parce que elle l'a téléchargé hier, Mike et Dave. Ah bon? Non. Elle l'a acheté de façon légale. Voilà. Elle l'a téléchargé quand même. Ben oui, c'est ça. Mais elle l'a acheté avant. Oui, c'est ça. Oui. Tout à fait. Alors, c'est ce qui m'a fait la première heure des Geeks Contre-Attaque. Alors, on va dire salut à Simon. Oui, je dois retourner sur ma planète. Ouais, il faut qu'il peut juste être là 1 heure par semaine. Ouais, sinon c'est comme l'atmosphère commence à gruger son costume. Et là, on peut voir ça le repos en dessous. Je suis un reptilien. Faut que je retourne contrôler le gouvernement. Bonne semaine tout le monde. Yes, bonne semaine. À la semaine prochaine. Donc, on vous revient, on vous parle un peu d'une série télé qui est sortie sur Netflix. Ouais. J'en dis pas plus. Mais j'ai quelque chose avant à parler d'eux, puis après, ça va être le fun. OK. C'est les Geeks Contre-Attaque, fait que watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks Contre-Attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. J'ai plus rien à dire, mon homme. Et nous sommes de retour pour la dernière demi-heure des Geeks Contre-Attaque. Et là, on vous parle de quelque chose qu'on vous a parlé avec anticipation dans les dernières semaines. Donc, et on a un petit thème pour ça. Mikey, s'il te plaît. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé.
Hey, que ce thème-là, là. Hein, je pense que je l'avais jamais entendu. Le thème de chronique télé? Ouais. Parce qu'on n'a pas fait souvent de chronique télé. Je pense que je l'avais Puis jamais entendu. on avait créé le thème, puis on n'a pas encore fait de chronique, je pense. Donc, en primeur, Hey! toute nouvelle chronique télé. Et là, on vous parle d'une série qui est sortie hier. Yes. Dans son entièreté. Donc, ça vous dévoile c'est où sorti où. Netflix nous arrive, Netflix et Marvel nous arrivent avec Luke Cage. Oh, yes. Les 13 épisodes sont sortis sur Netflix vendredi dernier, c'est-à-dire hier. Et moi, j'en ai écouté 9 épisodes sur les 13. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais c'est sorti hier, Eric. As-tu travaillé hier? Oui, j'ai travaillé. Oui, mais as-tu dormi? Et là, je vais comme passer à un autre sujet sans répondre à votre question. Donc, on va faire Luke Cage. Yes. Qui a été amené dans la série Jessica Jones comme personnage secondaire. On pourrait dire que c'est le 3e installement des chroniques de Claire. Ben, c'est que, dans le fond, on tente de bâtir un univers commun dans les séries Netflix de Marvel aussi, OK? Donc, on a commencé avec Daredevil. Oui. Ensuite, Jessica Jones. Ensuite, Punisher. Luke Cage. Punisher. Punisher n'a pas de série encore. Punisher, c'était un des personnages Ah, c'est de vrai. Daredevil 2. Si, bon, je me suis tellement... Ouais, Tout ça pour dire que... Et il y a un personnage récurrent dans les trois, qui rencontre les trois personnages. C'est-à-dire Claire Temple, Night Nurse dans les BD, qui se trouve être l'infirmière qui guérit les super-héros. Mais je me souviens pas vraiment d'elle dans Jessica Jones. Ça a été plus subtil. Je pense pas qu'elle était là longtemps. Mais oui, elle elle a dû passer de passage parce que vraiment... Elle a rencontré Luke Cage dans Jessica Jones en premier. Effectivement. C'est quand il reçoit le attends un peu. On ne veut pas rien divulgacher, mais Luke Cage se fait blesser de façon atroce par Jessica Jones pendant la série Jessica Jones et elle l'amène à l'hôpital et c'est Claire qui le guérit. C'est vrai. Ah, mais c'est ça, c'est rendu à l'hôpital, c'est pas, ouais, c'est ça. C'est pas dans le bar qu'ils sont rencontrés. Non, pas du tout. C'est à l'hôpital qu'ils se rencontrent. Moi, j'en ai écouté 6 épisodes et j'adore ça. J'ai jamais été déçu à date par une série Netflix Marvel. Mm-hmm. Donc, c'est pas encore arrivé. Toi, tu l'as vu au complet, je pense. Moi, j'ai le vu au complet, j'ai les fini ce matin. OK. Wow. Vraiment. Moi, tout ce que je peux dire, c'est comme l'acteur qui incarne Luke Cage. J'oublie le nom, mais Coulter, Coulter. Quelque chose Coulter. Ouais, c'est ça. Quelque chose Coulter. En tout cas, Monsieur Coulter, oui. Il est mieux, s'il est pas marié, là, il est mieux d'être prêt aux océans de femmes qui vont venir se briser sur lui, là, je veux dire. Oh my God. Ah, ce gars dégage une masculinité qui transcende les genres et l'espace et les... C'était un bon casting dans Jessica Jones, c'en est encore un meilleur dans sa propre série. Il est capable de supporter le poids de la série à lui seul sur ses propres épaules. Ce qui est souvent dans un bon casting une question quand même qu'on se pose quand un personnage a un bon caméo, une bonne deuxième apparition dans une série, tu te dis, serais-tu capable d'avoir la série sur lui? Dans ce cas-ci, c'est un retentissant oui. Non seulement ça, mais quelque chose d'important par rapport à Luke Cage. Faut pas oublier que la création du personnage de Luke Cage remonte aux années 70. Quand Marvel a essayé de plaire à un public afro-américain des années urbain, un public urbain, on va dire comme ça. C'était le terme non politically correct aujourd'hui, mais qui était le thème en vogue à l'époque pour essayer de plaire à ces gens-là. Et ça avait été fait avec ça avait été fait très maladroitement, pour être très honnête, avec beaucoup de clichés. Mais reste que Power Man, alias Luke Cage, a été un succès. Non seulement dans sa propre série, mais dans les Heroes for Hire aussi. Dans son team-up avec Iron Fist pendant beaucoup d'années. Donc, ça a été une des BD qui s'est vendue le plus pendant les années 70 aux États-Unis. Donc, je dis pas autant que les Spider-Man ou tout ça, mais je parle... Dans les personnages mineurs, si on veut. Exactement, ça a été un succès surprenant. Et c'est un personnage qui est important dans le contexte où tu veux plaire à différentes strates. Tu veux plaire à une sensibilité afro-américaine avec cette série-là. Tu veux pas avoir l'air maladroit ou sans aller dans le contexte de Shaft, sans être un criminel, parce que sans devenir trop stéréotype, ok, sans trop jouer avec les clichés et en le faisant de façon adéquate pour respecter ça. Et my God, toutes les références à la culture, la musique de cette série-là, my God. Je suis pas un fan de ce genre de musique-là et j'étais hooké par la musique tout le long. Ça c'est de la vraie musique. C'est du soul, du funk, du vrai hip-hop, old school, 80-90, même 70. Mon Dieu Seigneur, c'est bourré de références musicales hallucinantes, de références au sport, de références à
à la culture en général, d'amener de Ouais, façon mec, adéquate. Au début, là, je te dirais que dans le premier épisode, pendant la première demi-heure, j'étais legit confus sur quelle année ça se passait. Ah, ok, Tu ouais. sais, j'étais comme, ça se passe-tu les années 70, cette affaire-là? Parce que là, de manière que le monde est habillé pis tout, j'étais comme, on dirait donc ben, on dirait pas Harlem de 2015, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est magnifique parce que ça s'en dit long sur l'essence de la série. Là. Mais c'est probablement la raison pour laquelle, dans le premier épisode, justement, il y a plein de référents qui sont amenés en succession rapide, juste pour nous donner... Peut-être pour nous situer à l'intérieur de l'histoire. C'est ça, parce que ça le dit, il se donne des références, puis je le vois que t'es vieux, toi aussi, parce que, tu sais... Bon, alors voilà, c'est pour ça qu'ils mettent le ton, mais si bol que c'est bon, c'est beau, c'est... En tout cas, OK, je vous laisse... Le personnage de Luke Cage est vraiment intéressant. C'est toujours en retenue. Il est vraiment, tu sais, c'est un peu, je trouve, ça en fait sa force, mais mettons que philosophiquement parlant, oui. Ce personnage-là, je trouve que c'est un peu dommage qu'il soit pas. En essence, ça, c'est comme Superman. Tu sais, c'est un être indestructible qui peut comme. En grosse partie indestructible, là. Je veux dire, ouais, mais tu le mets dans l'espace, il va mourir, là. Ouais, mais tu sais, comme dans un univers comic book, non, je suis sûr qu'il mourrait pas dans l'espace de Marvel. En tout cas. Dans le vrai espace, oui, mais tu sais, dans le... Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est un personnage qui est comme... ses pouvoirs sont comme plus grands que le récit dans lequel il est, genre. Oui. C'est jamais, mettons, des personnages qui ont des pouvoirs comme lui, d'habitude. C'est toujours à propos de sauver le monde, sauver la galaxie, sauver l'univers. Parce que c'est comme le seul humain, tu sais, qui est fort comme ça. C'est le seul antagonisme, le seul élément antagoniste qui peut égaler le son degré pouvoir de puissance le seul que challenge. lui donne. Exactement. D'habitude, tu sais, à pouvoir ultime, t'as besoin d'un ennemi ultime. Et dans ce cas-ci, c'est un peu comme Daredevil ils ont fait avec Jessica Jones aussi, qui ont descendu les stakes un peu à un niveau plus personnel. Au lieu d'amener ça une envergure plus nationale, c'est beaucoup plus centré sur le personnage, ses relations, son passé, sur les gens qui le côtoient, le quartier où il habite, les gens qui le voient, qui le reconnaissent, ses voisins, c'est très très vite quartier, là. Exactement, puis c'est bien représenté, comme on l'avait dit avec Daredevil la saison 1, où ce que le Hell's Kitchen était un des personnages principaux de la série. Ah là, Harlem est clairement un personnage aussi. Et là, Harlem transpire partout dans les scènes, parce que le film est vraiment filmé en grosse partie à des endroits d'Harlem. Ben, pour certains shots, peut-être pas partout, là. Il y a au moins 3-4 shots, là, que je suis presque convaincu que c'est caméra candide. Ils ont juste envoyé l'acteur courir, genre, puis ils l'ont filmé de loin, là, parce que là, c'est sûr que je parle un peu, là, j'ai pas vérifié rien, mais il y a tellement de monde dans l'écran qu'on voit se promener que ce serait un peu ridicule d'avoir fait un setup de autant de gens quand que tu pourrais avoir le même résultat avec une caméra cachée puis ton acteur qui fait son jogging dans Harlem. Ouais, ça serait trop d'ouvrage pour faire tous les figurants qui avaient besoin. Ça vient rajouter au propos que Harlem, tu sais, il fait partie d'Harlem puis tout, donc. Non, c'est ça, c'est encore une fois, on ressent tellement bien le lieu demeure une partie très importante de l'ambiance puis de la saveur qu'on veut donner à cette série-là. Et on parlait de la musique, on parlait du lieu. Quelque chose qui revient aussi dans les deux autres séries, c'est-à-dire Daredevil et Jessica Jones, c'est la puissance et l'aplomb des antagonistes. Je voudrais que vous en parliez après. Mais je te dirais que c'est un peu la partie faible de cette série-là. Je trouve que le premier vilain, si on veut, il est intéressant, mais c'est un peu ce qui manque, je trouve. Mais ça vient pas enlever du tout point à la série. Exactement. Dans le premier tiers de la série, un antagoniste qui est clair et incarné de main de maître. Je sais pas c'est quoi le nom de l'acteur déjà. Il est extraordinaire dans ce rôle-là. Et par la suite, on a une transition vers d'autres antagonistes qui, malgré que c'est justifié, ont peut-être pas, je trouve, la présence et le charisme de Mahershala Ali. Ouais, ok, bon, il joue Cornel Stokes, c'est un peu du more of the same. C'est un peu le problème avec le deuxième, mettons, parce que c'est deux serpents en plus, ça, c'est Diamondback puis Cottonmouth. Ouais, c'est ça. C'est un peu more of the same dans le sens, il y a pas de, tu sais, parce que la série a ramp up assez rapidement au début, tu sais, comme les choses, une fois que Luke a décidé comme là, fuck it, là, tu sais, je m'en vais régler les affaires, après qu'il soit passé quelque chose.
Là, c'est comme, whoop, là, tu sais, là, ça commence à y aller de plus en plus. Ouais. Ça stagne un peu, mais c'est pas grave. Il y a 3 vitesses à la série. Moi, je suis rendu à la 2e. C'est ça. Donc, j'ai 9 épisodes d'écouter. Donc, il y a une belle rampe au départ, comme tu expliquais dans les 4-5 premiers épisodes. Je te dirais que dans le milieu, il y a peut-être un ralentissement. Il y a un petit plateau, là. Ou ce que, dans le fond, il y a peut-être des choses qui s'installent avec plein d'autres personnages secondaires, des nouveaux personnages qui arrivent dans le décor. Certains arcs d'histoire qui se terminent pour certains personnages et d'autres qui débutent. Et ça fait peut-être stagner un peu la situation. Mais comme tu m'as expliqué, il paraîtrait que les 4 derniers épisodes, ça reprend. Ça y va de plus en plus. Puis là, justement, parce que c'est aussi dû à ce qui se passe avec les personnages de Luke Cage. Oui. Que, tu sais, on peut pas dévoiler rien, mais il se passe des choses qui peuvent l'empêcher de faire des choses. Oui. On va dire ça comme ça. Oui. Et puis, donc, c'est sûr que dans cet état-là, un personnage ne peut pas non plus nécessairement... les épisodes qui le concernent, il peut pas... Là, je parle un peu... C'est un peu vague. C'est un peu vague, mais... Disons qu'il y a une partie de la série dans laquelle il se trouve limité. Ouais. Et cette limite-là semble... je trouve qu'elle dure peut-être 1 ou 2 épisodes de trop. Je suis d'accord. Selon moi. Mais c'est encore là, je te dirais, là, c'est de fouiller excessivement pour trouver un petit élément là, qui est négatif, parce que sinon, là, j'ai vraiment aimé le mood jusqu'à maintenant. Mikey? Oui, on va-tu se rincer les oreilles? On va aller se rincer les oreilles en parlant de Luke Cage, justement. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Et là, j'ai été pigé dans la trame sonore de Luke Cage, qui, une fois qu'elle va sortir officiellement, va probablement être un succès, encore une fois. J'y étais avec un succès de Ernie and the Top Notes. On va écouter Dap Walk. Et ça va vous donner un excellent avant-goût du genre de mood dans lequel la série se situe. Ceux qui aiment ce genre de musique-là, qui aiment dans quel univers ça les plonge en l'écoutant, vous allez exactement avoir cette ambiance-là avec Luke Cage. Donc, on écoute Ernie and the Top Notes avec Dap Walk sur les ondes des Geeks contre-attaque. Hey, get up, brothers! Don't sit there with your head hanging down. Hey, get up, brothers! I know the ghetto've got you down. But there's something I want to say to you. Hey, get up, brothers! Do any dance that's groovy to you. Yeah, man!
Donc, on vient d'entendre Ernie and the Top Notes, la pièce Dap Walk, et c'est tiré de la trame sonore de Luke Cage, série qui est sortie hier. Donc, on va continuer de parler un petit peu. On pourrait parler de Luke Cage. Mais c'est ça. La musique, pour ceux qui aiment ce genre de musique-là, chaque scène, la série l'a absorbé comme une éponge. La musique fait partie de chaque scène. Un des protagonistes joue de la musique à certains moments. Je dirais pas qui, je dirais pas comment, dans quelles circonstances ou quel instrument. Je dirais juste que ça rajoute tellement une belle épaisseur, une belle couche de style à l'ensemble de ce que la série veut représenter. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec ça, comment que la musique fait partie intégrale du produit fini. Là, vraiment, donc, tout en temps. Puis à un moment donné, t'es pas encore rendu là, mais à un moment donné, il y a un artiste à l'époque là, qui fait une tune en radio, live, tu sais, sur Luke Cage, parce que là, il est rendu. Il est rendu la tune est tellement bonne, la tune est vraiment excellente. Je pense que c'est Redman ou Method Man. C'est comme, c'est un big, là, c'est un nom big qui fait une tune c'est très très nice. Donc vraiment, Luke Cage, là, on le recommande chaudement, là. Si vous avez Netflix, allez l'écouter tout de suite. Super. C'est très bon. Et en plus, il joue relativement bien la carte du anti-héros, dans le sens de le héros comme un peu comme réticent à son rôle au départ. Mais que au moins c'est pas constamment non, on veut pas. Ah, je suis obligé, moi le fait pareil. Il semble avoir des motivations personnelles, il semble vouloir le faire de toute façon. Puis il est pas non plus dans le Batman de comme j'ai de la peine parce que mes parents sont morts. Non, c'est ça. Il est moins là-dedans. C'est ça. Puis j'ai aimé aussi, il y a une petite scène dans la série où il porte en quelque sorte son uniforme original dans les avec BD. Le bandeau puis dans les BD. Puis la raison pour laquelle il se ramasse avec cette soute-là est drôle. Et la façon qu'il commente quand il se voit bien de même aussi. Donc, j'ai l'air d'un esti d'innocent. C'est quasiment. Là. Donc, honnêtement, non. C'est pour les fans du personnage, pour les fans de cette musique de cette époque-là. Pour les fans de Marvel, bien sûr, et des séries de Netflix. C'est un ton différent, mais on est vraiment dans un bel univers. Et avec le personnage de Night Nurse, Claire Temple, joué par Rosario Dawson, la splendide Rosario Dawson, qui, encore une fois, va tisser le lien entre tous ces personnages-là qui vont nous amener à la série Defenders, qui, je le rappelle, c'est l'année prochaine. C'est bientôt, hein? Ben oui, c'est très bientôt. Oui. C'est l'année prochaine. On va avoir Iron Fist et Defender l'année prochaine. Puis, Iron Fist, j'ai hâte de voir. Oui, aussi. Oui. Il y a juste un petit... ça n'a pas rapport au film, mais ça a rapport à Marvel. S'il y a des... Moi, personnellement, sur Facebook, j'ai joué un petit jeu qui s'appelait Marvel Avengers Alliance. C'est un petit jeu jeu de combat, si on veut, de bonhommes. Tu collectes des bonhommes, puis tu te bats contre d'autres bonhommes de Marvel. Donc, le but, c'est de se faire battre tes figurines ensemble. J'ai joué à ça assez longtemps. J'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Et là, ils ont malheureusement discontinué le service. Donc, à tous mes homies qui jouaient à ce jeu-là sur Facebook, on va en verser une pour ça, parce que c'est dommage, c'était un jeu vraiment le fun, puis qui suivait l'univers de Marvel, le film. J'avais joué à Future Fight aussi, moi, le jeu de téléphone et de iPad, là. Ça ressemblait beaucoup à ça. Ouais. Ça ressemblait beaucoup à ça. J'ai joué un temps, mais à un moment donné, ça prenait trop de temps pour être efficace, donc peu importe. Hey, il nous reste quelques minutes. Je pense que tu nous parlais d'un film qui a été une source de controverse complètement démesurée pendant l'été. Est-il bon ou aussi mauvais, ou est-ce que c'est un film... Bref, t'as vu Ghostbusters 2016. Parle-nous-en. Ben, ok, c'est ça. Pour avoir suivi un peu la vague de hype sur Internet que ce film-là avait causé, je m'attendais vraiment... soit à du très mauvais... Ou à du très message féministe forcé. Ouais, c'est ça. Je m'attendais vraiment à ça. Et puis, c'est pas du tout ça que j'ai eu. J'ai eu un film, somme toute, plate. Il y a rien qui m'a vraiment offensé dans ce film-là. Il y a rien qui m'a fait comme... Oh my god, il crache sur l'esprit original. Non, c'est ça, c'est pas une insulte à la source originale, c'est loin d'être aussi brillant dans l'écriture, c'est loin d'être aussi brillant dans l'exécution. Il y a en fait, il y a 2-3 scènes que, honnêtement, je me suis dit, cette scène-là aurait été peut-être bien dans Ghostbusters original. Comme quand ils essayent leur équipement la première fois. Tout ça, tu sais, j'ai comme, ok, c'était le fun. On l'a pas vu dans Ghostbusters. Ok. À part de ça. Leslie Jones est bien correct. Leslie Jones, honnêtement, je pensais qu'il y a beaucoup de monde parce que dans le preview, c'était la pire partie du preview, cette fille-là. Parce qu'elle passait son temps à crier tout le temps, puis ça a l'air d'être le personnage qui est le plus sensé et groundé. C'est pas le plus sensé, le plus groundé, mais juste le plus normal. Parce que tout le reste du monde essaye trop. C'est un peu ça que j'ai pas aimé, là. Il en parlait un peu dans Redditor Media, mais je vais confirmer ça dans le sens que
on dirait qu'ils ont laissé à les acteurs trop d'improvisation, trop de petits... Le personnage va à une place, faut qu'il dise de quoi en y allant, de, tu sais, mettons, mes souliers sont... Il y a toujours quelque chose à dire quand que c'est pas tout le temps nécessaire, puis ça vient pas tout le temps rajouter quelque chose de drôle à la scène. Parce que chaque situation, aussi insignifiante soit-elle, mérite une blague. Ouais, c'est vraiment ça. Ok, c'est vraiment ça. Puis en particulier pour celle qui fait Holtzman, là, la blonde avec les lunettes. Kate McKinnon. Ouais, Kate McKinnon, qui elle, je l'aime beaucoup, mais dans là, SNL, elle était carrément super bonne, mais là, elle était un petit peu trop c'est le personnage weird, the chicken comme un weird. Ouais, c'est comme un trop ça. Un petit peu trop ça. Le caméo des Ghostbusters original est pathétique. On va dire ça comme ça. C'est rien de grave. C'est juste un peu comme, vous auriez été mieux peut-être pas dedans, ça aurait été correct. J'ai aimé voir Janine, j'étais content de la voir parce qu'elle a fait rien. Ça a l'air que c'est Chris Hemsworth qui vole le show. Non, pour de vrai, j'ai pas compris Chris Hemsworth pourquoi. Il est supposé être vraiment stupide, ok? Ouais. Moi, quand un personnage stupide se bouche les yeux à la place des oreilles, je trouve pas ça drôle. Ouais. Oh, c'est fort. Ok. Bref. Valait pas la peine d'en faire une controverse? Non, ça valait pas du tout la peine d'en faire une controverse. Ça valait pas non plus la peine de faire ce film-là, mais c'est pas grave. Il y a du monde qui ont travaillé puis qui ont des emplois à cause de ça. Mais pour de vrai, c'est un film peut-être à écouter. Si vous avez bien de la bière, bien des amis, peut-être que ça va être plus le fun. Yes! Donc, un film à écouter en boisson. Merci, Conan! Ça fait plaisir. Alors, on remercie Simon qui est déjà reparti sur sa planète. Il va peut-être revenir la semaine prochaine. Merci à Mikey. Merci Eric et merci à vous, chers auditeurs. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, SoundCloud, YouTube et ne manquez pas écoutedon.ca avec Jacques Bégin qui suit à l'instant. Yes! Alors, merci d'avoir été là. On se reprend la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89.1